Bonsoir Monsieur Pécou. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le gars. Alors c'est une première je crois puisque vous étiez venu du coup en invité surprise si je me souviens bien la dernière fois. Effectivement, dans cette configuration, c'est la première fois que je suis l'invité d'honneur. On Et est merci. ravis de vous avoir avec nous. Face à vous, un de mes journalistes que vous connaissez bien, Thierry Allard. Bonsoir Thierry. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Pécou. Bonsoir Thierry. Soukaina Benjafar qui est avec nous à nouveau cette semaine. On est ravis de vous avoir avec nous Soukaina. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Bonsoir. L'animateur Monsieur qui est malade tout simplement et vous êtes venu au pied levé et on vous remercie d'être avec nous ce soir. C'était un plaisir pour moi d'être à vos côtés ce soir. C'est parfait. Hugo Carlos est également avec nous. Bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. Tout va bien depuis la semaine dernière Hugo? Ça va. Parfait, la semaine a été bonne. Comment ça Sportive. fait beau? Oui, C'est mieux pour Oui. aller tracter, non? oui, c'est très très bien. Bon, c'est parfait. Allez, on démarre tout de suite. Je donne la parole à Thierry Allard. Monsieur Pécou, il va vous poser la première question. Alors on démarre cette interview par l'actualité du jour. Ce matin, il y a eu une grève très suivie des agents municipaux de l'Audun-l'Ardoise avec un ensemble de revendications. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, vous qui avez été maire de cette commune de l'Audun-l'Ardoise? J'ai appris effectivement la tenue de cette grève, le nombre d'agents importants qui s'y sont rassemblés ce matin. C'est une situation que sincèrement nous aurions pu éviter et qui montre réellement auprès des agents un malaise qui est là depuis plusieurs années et qui continue à être bien présent, d'où cette mobilisation ce matin. Et c'est une grève qui aurait pu être largement évitée avec du dialogue et évitée surtout avec de la bienveillance pour ces fonctionnaires territoriaux. Comment on explique cette situation de tension? Ça fait plusieurs mois que ça dure. Qu'est-ce qui se passe précisément dans cette commune? Alors, il y a des revendications qui sont nationales, un maire qui applique effectivement la loi, mais qui aurait pu l'adapter évidemment sur la durée. C'est lui qui décide aussi, c'est lui qui a l'autorité sur cette commune, et donc il aurait pu aménager avant de supprimer directement, comme il l'a fait, ces jours de congé. Et puis il y a un malaise aujourd'hui chez les agents, oui, il y a un malaise car il y a une non-reconnaissance de la part d'un grand nombre d'entre eux, il n'y a pas de dialogue. On a une majorité, un maire qui se comporte vraiment en autocrate et qui ne regarde pas ces fonctionnaires qui sont là pourtant pour faire vivre la commune. Et c'est grâce à eux, effectivement, que cette commune peut vivre. Alors vous êtes dans l'opposition aujourd'hui à l'Audun-l'Ardoise. La majorité, après un certain nombre de démissions, notamment chez des adjoints et des conseillers municipaux délégués, tient à un fil aujourd'hui, à savoir 2 élus exactement. Pensez-vous que l'hypothèse d'une élection anticipée est crédible à l'heure actuelle? Pour qu'il y ait élection anticipée, il faudrait qu'il y ait démission d'une grande partie des élus conseillers municipaux de ce conseil. À l'heure actuelle, je crois que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous sommes là très attentifs évidemment à ce qui s'est passé, à ces décisions qui pourront être prises dans les semaines et les mois à venir. Évidemment, s'il en va de la gestion de la commune durant les années à venir, pour qu'elle soit la meilleure possible, il faudra étudier toutes les solutions pour pouvoir y parvenir. À ce stade, nous continuons évidemment notre rôle d'opposant, nous conseillers municipaux, avec un regard tout particulier sur ces élus qui ont fait le choix de se dissocier de la majorité. La majorité municipale aujourd'hui, c'est quoi? Le tien à 2 élus près, c'est ça? Oui, complètement. On parle du département, on enchaîne. Oui, effectivement, vous êtes conseiller départemental sortant du canton de Roquemaure et vous vous représentez. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ce scrutin? Je suis extrêmement serein sur le scrutin à venir, avec une campagne que nous avons lancée, les candidats qui m'entourent et moi-même, très dynamique depuis un mois, très engagée, avec une proximité qui est celle de ma binôme, Véronique Herbé, maire de Saint-Victor-Lacoste, de mon remplaçant, le maire de Montfaucon, Olivier Revelay, et de la remplaçante de ma binôme, Marjorie Sabaton, qui est première adjointe de Saint-Paul-les-Fonds. Donc des élus locaux très engagés sur leur commune, et donc la représentativité évidemment d'un territoire et que nous représentons. C'est quoi les enjeux aujourd'hui sur ce canton de Roquemaure? Le canton de Roquemaure, vous le connaissez sans doute, c'est un territoire qui se situe entre
la partie limite du Vaucluse, d'Avignon, et puis toute l'agglomération de Bagnols-sur-Cèze. Donc un canton rural, évidemment, avec 11 communes qui le sont tout autant, très évidemment porté vers la viticulture, mais aussi industrialisé puisqu'il y a la zone de l'Ardoise. Donc des enjeux évidemment de mobilité, d'aménagement du territoire qui seront ceux des 6 ans à venir, mais aussi des enjeux liés au tourisme, liés à la viticulture, à l'agriculture plus généralement, qu'il nous faudra soutenir, continuer à valoriser, parce qu'il y a matière avec les crus que l'on y retrouve, l'image de marque de ces produits locaux, qu'il faudra évidemment continuer à mettre en avant. Ça, c'est la force aussi de ce canton dans ce secteur du département. Je vais donner la parole tout de suite à Hugo. Je crois qu'il avait une question à vous poser sur les enjeux sur ce canton, mais là, c'est plus des enjeux qui vous sont personnels aussi. Oui, je voulais vous interroger sur votre positionnement politique. Aujourd'hui, le canton de Roquemaure est un canton avec un risque réel que l'extrême droite accède aux responsabilités, ou la droite. Et vous maintenez votre candidature alors qu'un autre binôme a été investi par le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche et écologistes. Je voulais vous demander si votre candidature ne mettait pas en péril le rassemblement de la gauche et n'exposait pas ce canton à une victoire de l'extrême droite ou de la droite. Alors, comme je l'avais dit ici sur ce plateau, j'avais toute légitimité à être candidat et je le suis aujourd'hui. Avec mon équipe, je suis et nous sommes les candidats de la proximité, ceux qui, à mon sens, représentent le mieux ce que le canton attend pour l'avenir et ce que le département doit être, c'est-à-dire un échelon de proximité en termes de concordance avec ce que la commune représente aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'inscris pas effectivement et je ne suis pas soutenu par les forces de gauche qui ont fait un accord global. Accord sur lequel on pourra revenir d'ailleurs si vous le souhaitez. Bien sûr. Mais je m'inscris effectivement comme l'élu, entouré de maires, entouré de conseillers municipaux qui représentent cette proximité. Et c'est réellement là où nous allons faire campagne sur ce que représente aujourd'hui un conseiller départemental, d'être véritablement le relais entre les communes, l'institution ici à Nîmes du département, et donc c'est là notre force aujourd'hui. Et face, vous le citiez, à un rassemblement national qui effectivement a toujours un pourcentage important dans ce territoire, nous sommes les mieux à même à répondre à cette question. N'y a-t-il pas un risque que la gauche soit éliminée dès le premier tour sur ce canton ? Non, nous serons au deuxième tour, les candidats qui m'entourent et moi-même, pour justement faire face à ce Front National et répondre très sincèrement aux questions qui seront posées, et notamment de sécurité, puisque la sécurité n'est pas l'apanage du Front National ou du Rassemblement National, mais l'affaire de tous. Donc nous saurons y répondre aussi. Je crois que Soukaina avait une question également sur un peu le même thème. Je vous en prie, Dans la Soukaina. continuité de sa question, effectivement, vous vous démarquez par votre capacité à travailler main dans la main avec des élus de différents bords, avec des personnalités de la société civile aussi. La plus grande réussite du département, est-ce qu'elle n'aurait pas été d'avoir joué la carte de l'ouverture, de faire exploser ces clivages politiques pour finalement mettre au cœur de son projet, enfin, les enjeux de territoire, ceux que vous portez aujourd'hui? C'est une très bonne question que vous pourriez poser effectivement à un un membre et à un candidat de la majorité soutenu aujourd'hui par les forces de gauche. Oui. Nous avons très tôt, effectivement, dès cette candidature, organisé effectivement cette équipe qui est extrêmement représentative du territoire du canton de Roquemaure, et entouré évidemment avec des soutiens aujourd'hui qui sont de plus en plus nombreux, d'élus locaux qui ont ciblé notre équipe comme étant celle qui répondait le mieux à leurs attentes et aux attentes des habitants. Qui mieux qu'un élu local, un élu issu d'une commune aussi, pour représenter évidemment un département. Mais
fondamentalement, vous dites dépasser les clivages, élu local. Ça, c'est des mots qu'on entend beaucoup, et notamment depuis que je viens sur ce plateau d'Objectif Gare, beaucoup de monde emploie ces mots-là. Mais dans la politique du département, il y a les enjeux autour des questions sociales qui sont très importantes. Et on voit bien qu'il y a une différence entre les propos de M. Procida ou M. Burgoa sur le social qui veut faire la course aux personnes précaires pour aller les contrôler encore plus. Et de l'autre côté, une politique de gauche qui essaye de protéger les habitants autour de programmes innovants. Et vous, par rapport à ça, où vous vous situez ? Alors sachez que j'ai été pendant 6 ans dans cette majorité de gauche dont vous parlez. Oui. J'en ai été fidèle, loyal, jusqu'au bout, jusqu'à ce matin, jusqu'à cette séance que nous avons vécue ensemble, et que, effectivement, j'ai des origines qui sont à gauche et qui ne sont pas prêtes de s'effacer. Donc j'ai une sensibilité que je vais continuer à appliquer, évidemment, non seulement sur mon territoire, mais également dans ce département si nous sommes élus. Par contre, lorsque je vois le programme de cette gauche unifiée dans le département, qui est sans doute très bien travaillé et qui a nécessité plusieurs heures de travail, lorsque j'entends parler du RSA jeune, qui va encore coûter un peu plus sur le budget du département, alors que c'est une décision qui doit venir de Paris. Nous sommes là dans un cadre national. Le département ne fait que relayer effectivement des politiques qui sont prises par les parlementaires. Nous allons un peu plus accentuer encore le déficit, alors que nous avons été ceux, pendant 6 ans, qui avons conservé un budget raisonnablement et qui ont su effectivement accompagner sur le plan social notamment toutes les Gardoises et les Gardois. Mais le rôle d'une collectivité comme le département n'est-elle pas, à un moment donné où il y a une politique nationale extrêmement dure à l'égard des plus faibles, de se positionner par exemple par rapport au RSA jeune pour proposer des choses ? Car je crois que le RSA jeune qui est dans le programme, c'est aussi une interpellation vis-à-vis de l'État, comme le font de nombreux départements, pour trouver une solution pour les jeunes de 18 à 25 ans qui actuellement n'ont droit à rien. Je suis d'accord Et la garantie qu'il faille... jeune, hein. Je suis d'accord qu'il faille Il y a aider pas rien. effectivement nos plus jeunes, comme les seniors et comme le département le fait depuis 6 ans. La politique sociale du département est aujourd'hui bonne, il faut la poursuivre, mais sans en accentuer effectivement les déficits. Si on rajoute davantage encore de compétences, même si elles sont régaliennes, au département, on va se retrouver devant des grandes problématiques qui vont, dans les 6 ans à venir, contraindre le département à faire des choix. Moi, je veux conserver effectivement cette politique sociale telle qu'elle a été menée aujourd'hui. Il faut l'accentuer soit, mais ne pas encore l'aggraver avec des positions telles que Est-ce celles que ça vous gêne que d'être vous m'évoquez? soutenu, M. Pécou, même du bout des lèvres, par En Marche ? Cela ne me gêne pas, d'autant que je n'avais pas été sollicité pour en donner mon accord. J'ai moi-même soutenu La République En Marche en 2017 en apportant ma signature au président de la République pour qu'il soit candidat, en apportant mon soutien au député sortant Anthony Sellier. Comme beaucoup de sociodémocrates, j'ai fait ce cheminement-là à ce moment-là. Je n'ai jamais adhéré à ce parti, je n'ai plus de contact par la suite. Ce n'est pas évidemment un soutien aujourd'hui de La République En Marche qui me dérange. Nous sommes extrêmement ouverts, nous sommes des élus du territoire et au deuxième tour, effectivement, nous serons prêts à recevoir les soutiens nécessaires pour pouvoir effectivement combattre les idées du Rassemblement national dont vous faisiez état tout à l'heure. On avance, on parle à présent du tourisme, peut-être, Thierry ? Oui, alors vous êtes vice-président délégué au tourisme au département et président de Gare Tourisme. Comment avez-vous préparé la saison qui s'ouvre ? Alors c'est une saison qui est extrêmement particulière, que nous avons longuement attendue. Enfin, nous sommes libérés pour pouvoir, organiser les choses. Elle s'est organisée cette saison depuis plusieurs mois déjà, avec un plan de relance qui a été déjà appliqué en 2020 et qui sera encore actif en 2021. Et c'est un plan d'action aussi qui a été partagé entre Gare Tourisme, les offices de tourisme de tous les territoires pour pouvoir faire face effectivement à la demande et notamment mettre en place une campagne de communication assez forte, locale, alors je dirais locale, régionale, puisque cette année encore, nous aurons sans doute des touristes qui seront français en majorité, et c'est ceux-là qui nous intéresseront encore en 2021 pour pouvoir évidemment aller les capter et leur montrer que le Gard peut être leur destination privilégiée pour les prochaines vacances.
À Gare Tourisme, vous sondez régulièrement les socioprofessionnels du secteur. Est-ce qu'on peut dire, là, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des éléments qui prouvent qu'il y a eu de la casse sur ce secteur ? Oui, il y a eu de la casse. Il y a énormément d'établissements qui ne réouvriront pas dans quelques semaines. Je pense notamment à certains restaurateurs qui, aujourd'hui encore, n'ont pas de terrasse et ne peuvent pas réouvrir leurs portes. Et je pense aussi à des socioprofessionnels qui ont eu énormément de mal à traverser cette crise. Nous n'avons eu que quelques mois l'an dernier d'ouverture. Certains hôtels, certains campings, par exemple. Exactement, et qui attendent impatiemment de voir comment, évidemment, les touristes vont se comporter cette année. Les réservations sont quand même au rendez-vous pour la saison à venir. On sent que les choses s'organisent bien cette année. Donc, espérons que la situation sanitaire continue à être favorable pour pouvoir envisager un été le plus agréable possible. Est-ce qu'on aura assez d'établissements d'hébergement pour justement les touristes que vous souhaitez attirer ? Parce que si certains hôtels ne rouvrent pas, ils vont peut-être manquer à l'appel. N'auront pas des pertes aussi importantes, effectivement, que celles de fermeture par vague d'hôtels ou d'autres équipements. Il y a dans le Gard un certain nombre d'établissements qui peuvent recevoir du public, des groupes, mais aussi des individuels, et c'est là notre force. Nous sommes un département qui accueille énormément de familles, de couples, qui viennent passer des courts séjours, et donc les gîtes, les campings sont assez nombreux pour pouvoir accueillir toutes ces personnes dans les 3 mois qui viennent. Au-delà peut-être de l'aspect effectivement communication que vous évoquiez à quelques instants avec Gare Tourisme, comment vous accompagnez concrètement les professionnels du tourisme aujourd'hui ? Et j'ai envie de dire encore plus en post-crise sanitaire. Ça passe, Abdel, vous le disiez, par de la communication. Ça passe aussi par le rôle de Gare Tourisme et celui des offices, puisque nous travaillons en partenariat. Gare Tourisme n'est rien sans les territoires. Je vous pose la question parce qu'elle a été soulevée, la problématique autour de Gare Tourisme. L'idée qui était plutôt séduisante au départ, et qui vient d'ailleurs de Denis Boide, plutôt, l'ex-président du département du Gard, de créer une force commune autour du tourisme dans le Gard. On a des EPCI, on a des offices de tourisme qui aujourd'hui traînent un peu la patte pour venir apporter leur contribution à Gare Tourisme, parce qu'ils ont le sentiment que Gare Tourisme, peut-être au-delà de la communication, ne mène pas d'action suffisamment concrète. Alors ça, c'était avant. Depuis plusieurs mois, les choses se sont quand même nettement améliorées. Expliquez-nous. Et nous avons retrouvé là un cheminement qui est sans doute meilleur, c'est-à-dire une adhésion qui se fait à Gare Tourisme avec ces territoires, comme vous les avez évoqués, qui ne se fait pas sur un montant tel qu'il avait été envisagé au départ, d'€1 par habitant, mais une adhésion à 1 500 € qui est beaucoup plus raisonnable et qui invite davantage effectivement au travail. L'idée, depuis que j'ai retrouvé cette présidence, c'était d'avoir tous les territoires ensemble pour travailler. C'est ce que nous avons obtenu à ce jour et j'en suis relativement fier, c'est-à-dire que le Gard est unifié et peut travailler d'une seule et même voie pour des opérations ciblées de communication. Et donc notamment. ces actions concrètes, au-delà de la communication, ça passe par quoi ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui, par exemple, un site internet qui répertorie les différents hébergements dans le Gard pour des touristes qui voudraient tout simplement réserver et venir passer des vacances chez nous ? Mais complètement. Vous avez sur le site de Gare Tourisme toutes ces informations, relayées ensuite par tous les sites des offices de tourisme qui existent et qui vous proposent donc non seulement les hébergements, mais aussi les lieux de restauration, de visite. On est relativement bien équipé aujourd'hui dans le Gard pour pouvoir répondre à toutes leurs attentes. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être menées, je ne sais pas, à l'automne, la participation à des salons professionnels pour aller porter la bonne parole du Gard dans les différents territoires. On pense bien évidemment à des territoires qui sont à proximité du Gard, mais on peut aller au-delà de Lyon ou en région parisienne par exemple. Complètement, cela fait partie des actions qui seront menées en partenariat dans cette gouvernance partagée. Vous parliez des salons. Oui, si la situation sanitaire nous le permet, nous allons pouvoir retourner à Bruxelles, notamment, sur un grand salon qui fait date, mais également à Lyon pour le salon de la randonnée. Donc des moments comme cela dans l'année. Mais il y a aussi d'autres manifestations identitaires au cœur du département qui seront accompagnées financièrement par l'institution départementale, mais aussi en termes de communication par Gare Tourisme. Nous avons la fête de la transhumance qui va s'organiser à l'Égoile dans quelques jours. Voilà des moments forts
touristique, effectivement, qui attire une clientèle pour quelques jours sur le Gard. Et un tout dernier mot autour du tourisme, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on va avoir plutôt une clientèle nationale, mais en même temps, on se rend compte, et on en a parlé dimanche notamment, l'aéroport de Nîmes. Aujourd'hui, il y a énormément de réservations pour des lignes entrantes, c'est-à-dire des lignes venues de Bruxelles ou des lignes venues d'Angleterre, en direction de Nîmes. Ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui des touristes européens qui imaginent venir passer les vacances chez nous. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a des équipes chez Gare Tourisme qui parlent anglais, par exemple, et qui sont capables de pouvoir renseigner les touristes étrangers qui viendraient chez nous? Alors il y a à Gare Tourisme des gens qui sont extrêmement compétents, notamment dans le marketing territorial. Et même en termes de formation peut-être pour les hébergements, pour pouvoir les accompagner. Mais nous avons aussi un personnel dans les offices de tourisme qui est tout à fait à même d'accueillir ces personnes. Et vous savez que le cœur du département en termes de tourisme, c'est d'abord la France, les régions qui sont autour de nous, mais c'est aussi et surtout, durant l'été, des Belges, des Allemands, des Hollandais qui viennent en nombre ici, et c'est là aussi notre clientèle favorite, je dirais. Et les Belges et les Anglais, dès cette année, dès cet été, seront là, puisqu'ils ont déjà loué, puisque la direction de l'aéroport de Nîmes dit qu'ils ont des réservations très importantes. Donc nous retrouverons sans doute une saison conforme à celle que nous avons connue en 2019. Une toute dernière question pour terminer. Vous êtes un peu moins concerné, mais quand même, je souhaitais vous poser la question pour les régionales. Vous soutenez Vincent Terrail Inoves ou Carole Delga? Alors, j'ai toujours été très fidèle à une personne qui s'appelle Carole Delga depuis de nombreuses années. Et donc, je resterai effectivement sur ma position de départ, même si Carole Delga soutient une autre liste que la mienne au départemental, même si nous n'avons pas effectivement les mêmes visions. C'est une femme de combat, c'est une femme de terrain que j'ai beaucoup appréciée et que je continuerai évidemment à accompagner. Et il y avait une dernière question de Soukaina, je crois, donc on aimerait bien que Soukaina puisse poser sa deuxième question à Philippe Pécaud, on ne va pas oublier. Je voulais vous interroger sur la coopération du Triangle d'Or, qui est une coopération entre différentes collectivités territoriales qui regroupent donc le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Je voulais avoir votre positionnement sur cette coopération, parce qu'elle a pour ambition de porter des projets communs, parce qu'on sait très bien que ces territoires portent des enjeux qui sont communs et qui dépassent les frontières de nos départements. Et je voulais avoir votre vision sur cette forme de coopération et sur son avenir. Alors, effectivement, cette association que vous citez doit prendre beaucoup plus d'ampleur dans les années futures, car on ne peut pas limiter le tourisme à une limite administrative. Nous avons énormément de choses à faire avec les Bouches-du-Rhône, avec le Vaucluse. Nous avons des paysages, nous avons des traditions qui sont évidemment limites administratives. Il faut absolument que nous continuions à travailler ensemble. Nous avons mené avec Gare Tourisme des projets il y a plusieurs années avec la Grande Provence, avec toute la zone de Marseille, du Var, pour développer un projet commun. Nous avons travaillé aussi sur la Camargue, qui dépasse largement aussi les limites du département du Gard, vous le savez. Donc il faut que nous continuions à travailler évidemment avec ces partenaires, au-delà du Rhône, mais également du Vidourle, puisque nous sommes extrêmement ouverts sur d'autres territoires aussi. Ce n'est qu'en partenariat avec ces personnes que nous réussirons évidemment à capter davantage encore de touristes pour l'avenir. Merci, Monsieur Pécaud, d'avoir répondu à nos questions.